À propos des fées, il faut commencer par constater le fait qu'elles sont extrêmement présentes dans les textes narratifs français, qu'il s'agisse de laits, qui sont des récits brefs, courtois, de romans ou de chansons de gestes, c'est-à-dire qu'elles occupent un territoire assez important dans la fiction médiévale, dans les textes de fiction, en français en tout cas. Et puis la deuxième chose dont il faut partir, je crois, c'est le fait qu'elles endossent des rôles assez différents et que, pour le coup, il est souvent difficile d'en donner une définition qui serait vraiment univoque. Avec les textes qui parlent de fées, entre le XIIe et le XVe siècle, donc entre Marie de France et Jean d'Arras, qui écrit un roman de Mélusine au début du XVe siècle, nous avons affaire à un ensemble de textes qui proposent des intrigues qui se répondent les unes les autres, mais qui se contredisent aussi souvent les unes les autres. Ce que j'aimerais essayer de faire est un peu complexe aujourd'hui. J'aimerais à la fois essayer de montrer que malgré des incohérences apparentes ou des sources contradictoires, les œuvres qui mobilisent la fée et qui mettent en scène les fées ont toutes une inflexion propre, un agenda qui leur est propre, veulent dire quelque chose en racontant une histoire de fées, et en même temps essayer de mettre en évidence un cadre de pensée assez stable, bien établi, bien que sans doute peu perceptible à la pensée moderne, qui permet malgré tout d'approcher le phénomène de la fée avec une certaine unité. Donc à la fois unité et diversité. Je me suis un petit peu compliqué la tâche, mais ma foi, on verra ce que j'arrive à vous proposer. Donc je vous propose un plan pour commencer, avec une rapide partie introductive et définitoire sur la double identité du personnage de la fée. Je prendrai rapidement un exemple chez Marie de France avec le commentaire d'un texte que sans doute vous connaissez tous, Le lait de Lanval de Marie de France, pour documenter une première approche de ce que peut être une fée dans un texte narratif au Moyen-Âge, que je contrasterai ensuite avec une série de textes qui proposent un autre regard sur le même personnage, un regard clérical plus critique. Et enfin, je tâcherai de proposer une synthèse en m'appuyant sur un schéma socio-historique qui a été proposé par une historienne, tout en montrant que l'on peut peut-être aller un tout petit peu plus loin que d'opposer deux pôles trop distincts. Donc j'essaierai malgré tout de faire une synthèse, ce qui me conduira à ma conclusion. Qu'est-ce qu'une fée ? On peut dire, avec Laurence Arflankner, qui a écrit un livre important qui reste une référence pour nous aujourd'hui, même s'il a été écrit dans les années 80, Les fées au Moyen-Âge, Morgane et Mélusine, la naissance des fées, on peut avec elle distinguer deux types de personnages dont les origines antiques ou qui s'apparentent à un certain nombre de personnages de la mythologie antique, les nymphes et les parques, qui dessinent un portrait de fée amante et un portrait de fée marraine. Alors on peut se demander qu'est-ce qui fait l'unité de ces représentations. C'est une question qu'on peut aussi se poser au regard de la culture populaire qui est la nôtre. On peut se demander si on contraste la fée Clochette, qui fait alliance avec le personnage de Peter Pan dans le dessin animé du même nom, qu'est-ce qui la rapproche ou qu'est-ce qui la rattache aux fées marraines qui, elles, s'approchent de personnages comme la Belle au bois dormant ou Cendrillon et qui ont plutôt une apparence de fées plutôt d'un certain âge, de grand-maman gâteau, pourrait-on dire. Donc, quel est le rapport entre la fée Clochette et ces fées-là ?
Pour revenir au Moyen-Âge, on peut prendre conscience avec Laurence Arflankner, qui avait déjà mis l'accent très fortement sur ce texte, de la consistance des croyances en des figures tutélaires comme les fées, grâce au témoignage d'un texte de droit canon très important, le Decretum de Burchard de Worms, que certainement certains d'entre vous connaissent et connaissent sans doute bien. L'évêque de Worms légifère sur des rites de pénitence et son texte documente la croyance populaire dans les fées. Tout d'abord sous la forme justement de personnages qui descendraient de la croyance dans les parcs. On trouve donc un passage du Decretum qui dit en latin, donc je vous donne la traduction, « Tu as cru que ce que certains ont coutume de croire, à savoir que ces femmes que le peuple appelle les parques existent et possèdent les pouvoirs qu'on leur attribue. C'est-à-dire qu'à la naissance d'un homme, elles font de lui ce qu'elles veulent. » Cette généalogie qui rattache les fées et les parques le sont plutôt le fait de traduire la dénomination des parcs par fées est déjà présente en latin, puisqu'en latin déjà fata pouvait renvoyer à une croyance dans les déesses descendantes des moires. Et par ailleurs, on trouve par exemple dans un texte du début du XVe siècle, ici transmis par un manuscrit de la fin du XVe siècle, une rubrique qui nous indique à propos de ces figures de parcs que ce sont 3 déesses fées, lesquelles, selon le poète, ont à ordonner de la vie humaine. Donc cette continuité entre les dénominations de fata, fée, et celle des parcs a une consistance dans la conscience linguistique de l'ancien et du moyen français. Par ailleurs, de nombreux héros, surtout de chansons de geste, mais pas seulement, sont faés à leur naissance selon un rite ou une représentation qui rappelle effectivement aussi les figures des parcs. On peut faire une liste assez longue de ces personnages que je ne reprendrai pas ici, mais qui figurent sur l'écran que vous voyez. Ce qui est intéressant tout de même dans la littérature narrative française et qui élargit un peu le champ d'action de la fée, c'est que certaines fées endossent aussi des rôles d'éducatrices providentielles pour prendre en charge non seulement le destin, non seulement énoncer une prédiction sur le destin, mais véritablement devenir les éducatrices d'un certain nombre de héros. Là aussi, je vous ai donné une liste de héros qui sont éduqués, voire même pour le dernier d'entre eux, Brun de la Montagne, allaités par une fée. Et donc ce déplacement du rôle purement augural de la parque vers un personnage qui prend en charge des tâches d'éducation, voire même des tâches de nourrice, est intéressante et elle nous renvoie peut-être tout de même déjà à l'Antiquité, dans la mesure où, et là je fais référence aux travaux sur l'allaitement que nous avons menés entre 2013 et 2017, auxquels Julie a fait référence. Notre collègue de Fribourg, Véronique Dazen, a consacré un chapitre d'un livre sur maternité et petite enfance dans l'Antiquité aux figures des parcs, qu'elle intitule « Les parcs et le pouvoir des femmes », où elle montre que entre les représentations des parcs et un certain nombre de fonctions rituelles des femmes, des sages-femmes ou des nourrices, on peut voir un certain nombre de représentations qui se répondent les unes aux autres, et c'est bien ce qui se passe aussi pour les textes médiévaux. On retrouve cette continuité imaginaire entre les parcs et des fées éducatrices.
Certaines fées sont même mères. C'est le cas dans la liste que j'avais donnée de la mère de Gauvin dans l'âtre périlleux, qui est une fée, ou du fils de Gauvin, Guinglin, dans Le Bel Inconnu, qui a une mère féerique elle aussi. Et puis c'est le cas, bien sûr, de Mélusine, qui est représentée dans le roman de Mélusine de Jean d'Arras et celui de Coudrette, comme revenant nourrir ses enfants après sa disparition. Elle a dû quitter les possessions de Lusignan après la rupture du pacte matrimonial avec son mari, mais elle revient sous forme de nourrice. Alors, cette figure de Mélusine me permet de faire la transition avec l'autre fonction narrative que l'on trouve pour les fées au Moyen-Âge, à savoir les fées amantes, puisque Mélusine est certes dans la continuation du grand roman que lui consacre Jean d'Arras au début du XVe siècle, devient mère, mais au début de son histoire, elle joue le rôle d'une fée amante. Donc c'est une fée qui occupe, vous voyez, un territoire assez large et qui transcende en fait cette opposition entre les fées amantes et les fées dites marraines ou ventrières. Et là, nous retrouvons Burkhard de Worms qui lui aussi documente cette croyance dans des fées amantes qui ressemblent, alors pour le coup, elles, plutôt aux nymphes antiques, en tout cas pour un certain nombre de leurs attributs. Tu as cru, dit toujours Burkhard de Worms, que ce que certains ont coutume de croire, à savoir qu'il existe des créatures féminines agrestes, que l'on appelle femmes de la forêt, et dont on prétend qu'elles sont des créatures de chair, qu'elles se montrent quand elles le veulent à leurs amants et prennent, dit-on, leur plaisir avec eux, et toujours quand elles le veulent, se cachent et s'évanouissent. Si tu as cru cela, et aussi si tu as cru dans les fées parcs, 10 jours de pénitence au pain et à l'eau. Donc, on a ici un témoignage de cette autre catégorie de personnages que l'on retrouve dans le roman de Mélusine. Comme je l'ai déjà dit, les représentations de fées au bain sont très très rares. C'est seulement dans le roman de Mélusine qu'on trouve quelques représentations. Ici, la miniature n'est pas dans un très bon état, mais je n'en ai pas beaucoup d'autres. Là aussi, la conscience linguistique de l'ancien français fait clairement apparaître cette continuité entre la nymphe et la fée. Par exemple, dans un roman du début du XIIIe siècle, le roman de Dolopatos, le traducteur français d'un texte latin écrit peu de temps auparavant, le Dolopatos de Jean de Haute-Seille, traduit le terme nymphe utilisé par l'auteur latin par fée. Donc l'auteur latin écrit il trouva une fontaine et y découvrit une nymphe vierge, ce que Herbert translate dans la conscience du français par la trouva baignant une fée et non pas une nymphe. De même, au XIVe siècle, Guillaume de Machaut, dans La prise d'Alexandrie, et c'est la citation qui me sert de titre pour cette présentation, nous dit à propos d'une scène justement de rassemblement de figures mythologiques autour d'un enfant nouveau-né, signale la présence de nymphes et explique « Nymphes en poétrie se sont faits, je n'en doute mis ». Cette figure de la fée amante, elle apparaît dans de très nombreux laits féeriques, dans le roman de Parthenopeu de Blois et dans les romans de Mélusine. On pourrait citer encore beaucoup d'autres textes. Alors, pour avancer un peu dans mon propos, je voudrais donner un rapide commentaire du lait de Lanval, dans lequel je vais essayer de montrer que la relation amoureuse chez Marie de France, en tout cas entre la fée et le chevalier, renvoie à des préoccupations qui dépassent de loin la question de la simple relation d'amour, voire de l'affection amoureuse.
Donc, dans le texte proposé par Marie de France, Lanval, jeune chevalier du roi Arthur, a été oublié par Arthur au moment où celui-ci répartissait entre les membres de sa cour, entre ses vassaux, des terres et des femmes, ce qui le met dans la gêne. Il manque de moyens de subsistance et donc il est désemparé. Il part en forêt et s'assoupit au bord d'une rivière. On reconnaît l'élément aquatique qui est proche toujours de l'apparition de la fée. Et il s'assoupit et va voir apparaître deux jeunes femmes qui le conduisent ensuite à une splendide tente. Et cette tente nous donne un certain nombre d'indications. La description de cette tente nous donne des indications, puisque le texte nous dit que ni la reine Sémiramis, au fait de sa richesse et de sa puissance et de son savoir, ni l'empereur Auguste n'auraient pu s'offrir le pan droit de cette tente. Et il me semble que par cette comparaison, Marie installe la fée que le chevalier va rencontrer dans ce pavillon dans un registre de souveraineté qui la met en concurrence directe avec le roi Arthur. Elle va répondre par son hospitalité au manquement de la largesse d'Arthur. Et notamment, comme le montre la diapositive que vous avez sous les yeux, la fée et ses suivantes vont offrir de riches draps au héros Lanval et vont également lui fournir à manger. Et la fée va donner un don à Lanval qui va le doter de la possibilité d'être aussi généreux qu'elle. Il va pouvoir, une fois rentré à la cour du roi Arthur, se montrer dans toute sa largesse. Donc, plus il dépendra, dit le texte, richement, et plus havra or et argent. De sorte que, de retour à la cour, Lanval devient un pourvoyeur de richesses dont la générosité contrebalance le manque dont Arthur s'est fait le porteur au début du récit, avec une anaphore sur le nom du héros qui indique qu'il est capable de donner de riches noms, de payer les rançons des prisonniers, de vêtir les jongleurs et de donner de grands honneurs. Et donc, je vais conclure sur Marie de France en disant qu'il me semble que dans la proposition fictive que nous fait cette poétesse, le don d'amour et la largesse royale se superposent. Donc la fée amante n'est pas seulement une amante, c'est aussi quelqu'un qui peut pourvoir à la richesse de celui qu'elle dote. Et donc la relation amoureuse n'est pas seulement de l'ordre de l'intime, mais elle a une dimension politique, de critique de l'organisation des rapports de pouvoir entre Arthur et ses vassaux, qui est présentée au début du lait comme déficiente. Mais comme je l'ai annoncé, toutes les histoires de fées ne sont pas toujours aussi iréniques que celles que nous propose Marie de France. Et notamment, nous trouvons un regard beaucoup plus critique sur les fées sous la plume de Claire. Notamment, on peut citer Gauthier Mappe et Gervais de Tilbury, qui sont tous les deux des auteurs de recueils de récits, le De Nugis Curialium pour Gauthier Mappe et les Otia Imperialia de Gervais de Tilbury. Ce sont deux auteurs qui ont des trajectoires intellectuelles et des trajectoires de vie assez semblables, tous les deux d'origine anglaise ou galloise, ayant reçu une éducation de très haut niveau, une éducation cléricale de très haut niveau, et faisant une carrière auprès de grandes figures politiques du temps.
le recueil de nougis, de bagatelles, de récits fictifs pour la cour de Gauthier Mappe est dédié à Henri II d'Angleterre, alors que Gervais de Tilbury dédie ses Otia Imperialia à l'empereur Othon IV. Dans ces textes-là, nous voyons apparaître une représentation plus inquiète et inquiétante de la fée, dans la mesure où ici les fées apparaissent plutôt comme des figures captatrices, comme des figures qui sont des séductrices inquiétantes, un peu sur le modèle de Circé, si vous voulez, de femmes qui vont tenter de retenir auprès d'elles les hommes qu'elles essayent de prendre dans leur filet, comme le disent certains critiques. Donc, loin d'être bénévole, la fée apparaît plutôt comme une figure séductrice et elle représente finalement un stéréotype féminin assez récurrent, justement, de celle qui cherche à capter l'homme, et on retrouve cette idée sous la plume de Gauthier Mappe qui fait un jeu sur le verbe rapperer. Il captura, lorsqu'au moment où le personnage s'empare de la belle fée qu'il a, ou de la belle figure féminine qu'il a captivée, il capture celle qu'il avait captivée. Et ce lieu commun est souvent repris par les critiques. On peut souvent lire dans les critiques qui commentent les textes féeriques, qu'ils soient français ou latins, cette idée que la fée cherche à s'emparer ou impose une contrainte à son amant. Alors le levier de ces représentations est le fait que les libéralités offertes par la fée, dont j'ai fait l'éloge jusqu'à présent, s'accompagnent souvent de recommandations de la part de celle-ci sur la discrétion dont il faut entourer la relation amoureuse avec l'être faé. Je vais peut-être avancer un petit peu et passer directement à ce que l'on peut lire chez Marie de France, où l'on voit la fée s'adresser à son ami en lui recommandant de ne pas découvrir, de ne pas révéler la relation lumineuse entre elle et lui, à toujours mais m'avrier perdu si cet amour estait seu. Donc cette idée qu'il y a quelque chose comme une condition mise à la relation entre le chevalier et la fée est très souvent décrit dans la critique comme le fait d'un interdit, une contrainte posée par la fée. Et j'aimerais justement m'éloigner un petit peu de cette interprétation en proposant plutôt de penser cette condition comme la condition d'un pacte lié. Je voudrais proposer de penser cette question qui est très souvent proposée ou pensée sur le mode de la capture, de la séduction, plutôt comme une condition qui marque le pacte entre deux personnes, deux amants consentants, le fondement d'une alliance. Certains critiques vont même jusqu'à parler de la violence exercée par le féerique sur les jeunes gens. Il me semble que c'est une généralisation qui n'est pas très appropriée, en tout cas pour les textes en ancien français, mais que l'on peut lire peut-être chez les auteurs latins. Et en tout cas, une des conséquences de cette façon de décrire la relation entre le chevalier et la fée, c'est de donner l'impression que cette relation est inévitablement, du fait du destin narratif du récit, de la structure narrative du récit, fait inévitablement de la fée un être inquiétant, doté d'une face sombre. Et il me semble que là, il y a une sorte de forçage, malgré tout, de généralisation que l'on peut peut-être éviter. Et en ce sens-là, je voudrais signaler le travail d'une historienne qui m'a permis de
sortir un peu de cette impasse. Je lisais chez Marie de France un certain nombre de représentations qui ne me semblaient pas absolument entrer dans les schémas de la critique littéraire habituelle, mais sans savoir très bien comment formuler cette différence que je sentais, que je pressentais. Et l'article d'Anita Guéraud-Jalabert, Des fées et des diables, observations sur le sens des récits mélusiniens au Moyen-Âge, m'a permis en tout cas d'avancer un petit peu dans ma réflexion. C'est ce que j'aimerais vous montrer à présent dans le temps qu'il me reste. Ce que fait Anita Guéraud-Jalabert, c'est de nous proposer des lectures très contrastées entre les récits latins proposés par les clercs que j'ai cités et les récits français, représentant d'un côté un discours clérical et de l'autre des aspirations chevaleresques. Donc, ces récits porteraient des regards très différents sur le même personnage de la fée et sur des récits qui fonctionnent toujours un peu de la même manière, mais avec des accents différents. Donc, les récits latins envisageraient le rapport entre la fée et le chevalier plutôt comme sur le registre charnel et le liraient au démoniaque, de manière récurrente dans les récits que racontent Gauthier Mappe ou Gervais de Tilbury. On voit des fées qui ne sont pas très compatibles avec les rites chrétiens, et lorsqu'on cherche à les bénir avec de l'eau bénite, elles jaillissent hors de la chapelle et disparaissent irrémédiablement. Les récits latins mettent toujours en scène un mariage entre le mortel et la fée, ce qui renverrait aussi à des conceptions et des considérations cléricales sur le mariage à une période où effectivement on réfléchit beaucoup sur le rite, les rites matrimoniaux à cette époque. La rupture ou le manquement à ce que j'appelle plutôt un pacte qu'un interdit, ainsi que la disparition des faits sont des points sur lesquels les deux types de récits se rencontrent. On a toujours cet épisode, mais par contre le dénouement peut être assez différent. Dans les récits latins, on trouve une descendance. La fée et le chevalier ont des enfants, ce qui n'est pas le cas dans les textes français qui, eux, parlent plutôt d'un amour d'élection entre le chevalier et la fée. Marie de France est un bel exemple de cette représentation. Et la disparition de la fée n'est pas définitive. L'amant est pardonné à la fin du récit et très souvent le couple est reformulé. Et d'après l'analyse d'Anita Guéraud-Jalabert, il y a beaucoup moins d'enfants de fées dans les récits français que dans les récits latins. Donc les fées, pour Anita Jalabert, dans les récits français, sont des personnages positifs. Leur beauté, leur richesse, leur pouvoir extraordinaire sont mis au service du monde chevaleresque par des liens d'amour spirituel. Ils leur confèrent un rôle d'auxiliaire et même de régulatrice du monde chevaleresque. C'est une idée qu'avait déjà proposée Jacques Le Goff dans un article important sur Mélusine, qu'il intitulait « Mélusine, maternelle et défricheuse », en mettant l'accent justement sur ce rôle de régulatrice du monde chevaleresque que pouvaient prendre les fées. Alors, cette proposition est intéressante parce qu'elle permet de se déprendre de l'idée que la fée serait structurellement, anthropologiquement, disent certains critiques, une figure inquiétante, qu'on ne pourrait pas séparer finalement la fée de l'inquiétude qu'elle provoque chez les lecteurs du récit. Et avancer plutôt avec l'idée proposée ici que c'est une question de point de vue, que certains auteurs promeuvent des faits plutôt diaboliques alors que d'autres ne le font pas. En réalité, il me semble que les choses sont un tout petit peu plus compliquées que
ce que nous propose Anita Guéraud-Jalabert, parce qu'il y a en réalité beaucoup de phénomènes d'intertextualité entre ces récits et beaucoup de brouillage. Les auteurs sont un peu moins caricaturaux que le schéma par ailleurs, qui a été par ailleurs éclairant pour moi, que propose Anita Guéraud-Jalabert. Par exemple, et ça c'est quelque chose qui est ressorti de la discussion de ces textes dans le cadre du séminaire que nous avons mené, Gauthier-Mac, par exemple, donne une descendance heureuse à ces couples formés par un chevalier et une fée que par ailleurs il se plaît à considérer comme diabolique, ou il nous propose de considérer comme d'essence diabolique. Notamment dans le récit de Hénaud aux grandes dents, il insiste sur le fait que le fils de ce couple a une vie heureuse et prospère. Et là, je pense qu'on peut sentir quelque chose comme un décalage, une sorte de prise de distance de la part de l'auteur par rapport à un scénario peut-être un peu trop univoque qui serait celui de ne voir dans les textes latins que des représentations d'un discours clérical. Ces textes s'adressent tout de même à un public aristocratique, et on voit bien que cette idée de la descendance heureuse de ces couples peut rejoindre un certain nombre d'intérêts ou de préoccupations aristocratiques. De plus, alors, autres exemples, on a des enfants de fées dans les laits féeriques, je ne m'attarde pas parce que le temps commence à me manquer, et puis d'autre part, il y a aussi des effets de translation, puisque Jean d'Arras, dans son roman de Mélusine, construit l'ensemble de son intrigue en reprenant à Gervais de Tilbury un de ses récits, le récit de Raymond du Château Rousset, et l'histoire de Mélusine est une adaptation et une très grande amplification du récit que l'on trouve chez Gervais de Tilbury. On peut trouver aussi encore des jeux d'intertextualité parce que certains êtres féeriques se rebiffent contre la diabolisation possible de leurs personnages. C'est le cas dans Le lait de Désiré, que j'aime beaucoup, où l'on voit la fée reprocher à son amant de s'être confessé de la relation qu'il a eue ou qu'il a avec elle, suite à quoi elle s'est retirée, justement, elle a rompu avec lui, et elle le lui reproche en faisant entendre que finalement le chevalier avait un schéma narratif qui lui faisait penser que sa relation avec elle était pécamineuse. Elle lui dit « Souvent fois as-tu douté que je te eusse enfantomé. » C'est toi qui as construit ce récit du caractère inquiétant de notre relation. Donc, vous voyez comment les textes, aussi bien chez Gauthier-Mac qu'ici dans un lait anonyme, jouent de la possibilité de faire se rencontrer les deux scénarios, et finalement c'est un jeu littéraire également que l'on peut mettre en évidence autour de ces versions contradictoires de la fée et du personnage de la fée. D'autant plus que chez Gervais de Tilbury, on est étonné en lisant le prologue de Gervais de Tilbury que celui-ci ne prend pas du tout en compte la possibilité de reconnaître dans les histoires merveilleuses qu'il raconte un soubassement diabolique. Il ne réfléchit que sur 2 catégories au lieu de 3, contrairement lors d'une séance précédente, Philippe Frieden avait présenté ce schéma à 3 catégories que propose Jacques Le Goff. Jacques Le Goff, qui donne d'ailleurs un commentaire en préface à l'édition de la traduction française de ce texte. Mais Gervais Tilbury n'utilise que 2 catégories. Le miraculeux, qui, dit-il, par le miraculeux, nous entendons habituellement les faits n'obéissant pas à la nature,
que nous attribuons à la toute-puissance divine. Par exemple, une vierge qui enfante, Lazare qui ressuscite, des membres infirmes dont on retrouve l'usage. Donc le miraculeux, le merveilleux chrétien est le fait de la toute-puissance divine. Par contre, les merveilles, dit-il, restent de l'ordre du naturel. Il n'y a leur caractère inexplicable est seulement dû à notre impuissance à rendre compte de la cause du phénomène qui est à la base de la merveille. Et dans son roman de Mélusine, Jean d'Arras va se positionner exactement dans la même ligne, donc tenir lui aussi à l'écart la question de l'éventuelle teneur diabolique de Mélusine. Reprenant donc Gervais, il dit que les merveilles qui sont par universel terre et monde sont les plus vraies, comme les choses dites faées, comme de plusieurs autres. Donc la créature ne se doit pas peiner par outrageuse présomption que les jugements et faits de Dieu veuillent comprendre en son entendement, mais y penser et soit émerveillé. Ce que Jean d'Arras donc montre, suit Gervais en disant c'est incompréhensible, mais ça n'est pas de l'ordre du surnaturel. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et parmi ces choses que l'on ne comprend pas, Jean d'Arras, toujours d'après Gervais de Tilbury, introduit une catégorie que j'aime beaucoup et qui vient encore compléter le diptyque que j'ai essayé de tracer entre l'effet clérical d'origine, pensé comme d'origine diabolique, et puis l'effet chevaleresque qui répondent à un imaginaire et à un rêve d'abondance de la classe chevaleresque. Ce sont des figures qu'il appelle lutons, donc des lutins, ou encore fées, ou encore bonnes dames qui vont de nuit. Et ici apparaît chez Gervais de Tilbury et aussi chez Jean d'Arras un écho d'autres préoccupations encore à l'égard du féerique qui remonte à une autre classe sociale, laquelle n'accède en général pas à une expression littéraire. C'est celle de la présence dans les croyances communes de la société médiévale à des personnages qui, comme le dit Jean d'Arras, peuvent prendre la forme de femmes à face ridée, basse et de petite estature, et font les besognes des autels libéralement, et nul mal ne faisouette. Donc ce sont des sortes de lutins, de bonnes dames qui viennent prendre en charge toute la peine d'une vie domestique ou d'une vie agraire, mais qui se présentent en fait sous le même registre que les fées amantes ou les fées marraines. Et c'est là que je voudrais en venir à ma conclusion. Je crois que je vais passer sur mon dernier exemple parce qu'il est déjà relativement tard. C'est un exemple que je voulais tirer du texte de Gervais de Tilbury, mais je crois que j'en ai dit assez pour que vous arriviez à suivre ma conclusion. Ce que je voulais essayer de donner à entendre, c'est que la croyance dans ces êtres faés, si on essaye de trouver malgré tout, malgré ces doubles diversités des lectures cléricales, des lectures chevaleresques, des fées qui sont des amantes et d'autres qui sont des marraines, on a l'impression d'être face à un champ très éparpillé, qu'il n'y a pas de véritable unité dans cela. Mais il me semble que les différentes classes sociales de la société médiévale partagent une croyance un peu hétérodoxe, j'en conviens volontiers, en des créatures bénévoles et généreuses qui peuvent être facétieuses. Il y a des récits où ces fameux lutins prennent les enfants dans les berceaux et vont les mettre dans la boue, mais sans que jamais la vie des enfants soit mise en danger, et qui remédient libéralement aux peines des humains. Donc, ce qui fait le dénominateur commun, me semble-t-il,
c'est le fait que les êtres faés remédient toujours à quelque chose de l'ordre de la nécessité ou du besoin. Ça n'est pas la fée, les fées ne sont pas des créatures en lien avec la transcendance. Gervais de Tilbury et Jean d'Arras insistent sur ce point, mais elles sont liées aux conditions de la vie et de la survie humaine face à une certaine précarité. Et il me semble que c'est ce qu'on peut entendre dans la rubrique que je signalais tout à l'heure autour de ce qui est dit des parcs dans le texte de la rubrique, mais aussi dans le texte d'Évrard de Conti. On nous dit que ces parcs, ces fées déesses, ont à ordonner de la vie humaine. Et dans le texte qui figure sous l'enluminure, on peut lire ces fées déesses de la vie humaine disposent et ordonnent. Et quand j'ai été voir ce que veut dire exactement ordonner en moyen français, il s'agit de mettre en ordre, d'aménager, de disposer, de régler, d'organiser, de munir quelqu'un de quelque chose, de prendre des dispositions. Donc ces êtres qui n'ont pas de contact avec la transcendance ont une forme d'action immanente et laïque, pourrait-on dire, ordonnent la vie. Elles sont des sortes de gestionnaires de l'abondance de la vie, mais une abondance qui est toujours marquée par la vulnérabilité et la fragilité de la condition humaine qui ne tient qu'à un fil, et c'est aussi ce que les parcs nous rappellent. Dans les dons donnés par les parcs, il y a aussi toujours la menace de la fin de la vie et de la mort. Donc, pour conclure, je dirais que considérer la fée à partir de sa bienveillance plutôt qu'à partir de sa séduction inquiétante, c'est arriver à réconcilier la version maternante et la version amante de la fée dans un même principe qui gouverne leur action et qui, en fait, permet de faire le lien entre le jeune homme désargenté, le nourrisson, le paysan accablé par les travaux domestiques et agraires, qui tous ont à faire face à la vulnérabilité de l'existence. Donc je pense que vous voyez où je veux en venir. C'est la notion moderne de care que je voudrais éventuellement solliciter ici. Il y a me semble-t-il, une possibilité de traduire ce mystère de la fée si on la regarde sous cette approche-là d'une puissance qui est capable d'offrir du soin, d'offrir de la sollicitude, une sorte de référence laïque à un principe de miséricorde. Donc voilà, c'est la conclusion que je voulais proposer. La fée peut être pensée comme un lumineux porteur de soins. Et ce qui est très intéressant, c'est que son accointance, comme on l'a vu chez Marie de France, avec des mythes de souveraineté, permet de dégager tout ce qui relève de la représentation moderne du soin comme une pratique plutôt basse, ancillaire, réservée à des tâches du service. Au contraire, la fée donne une majesté à cette tâche, à cette approche de la condition humaine, à cette obligation de mettre de l'ordre dans la condition humaine. Et il me semble que chacun à leur manière, Marie de France, mais aussi Jean d'Arras, qui est le premier auteur qui véritablement considère que la fée est le héros de son roman. C'est un véritable roman de Mélusine qu'écrit Jean d'Arras et pas un roman de Raymond de Lusignan, pas non plus un roman de la lignée des Lusignan. L'histoire commence avec l'enfance de Mélusine et est poursuivie tout au long de la biographie, si vous voulez, de Mélusine. Donc ces deux auteurs me semblent
nous offrir ainsi une puissante poétique du féerique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.